Ce soir sur GeoCapital, une hémorragie que Wall Street préfère ne pas regarder en face. Le tourisme américain ne ralentit pas, il ne corrige pas, il ne traverse pas une zone de turbulence temporaire, il s'effondre, méthodiquement, silencieusement. Et derrière les chiffres que nous allons éplucher ce soir, c'est toute l'architecture économique de 10 États américains qui vacillent, avec des conséquences qui dépassent largement les frontières du secteur hôtelier. Bonsoir. Bonsoir Marc. Et mettons immédiatement les données sur la table parce qu'elles sont brutales. Premier trimestre 2025 seulement, 29 milliards de dollars de manque à gagner pour les principaux États touristiques du pays. 29 milliards en 3 mois. Ce n'est pas une correction sectorielle conjoncturelle, ce n'est pas un ajustement post-pandémique, c'est un signal macro que les marchés sous-estiment dangereusement et que nous allons décortiquer ce soir, État par État, chiffre par chiffre. Et ce qui rend cette crise particulièrement insidieuse, Sarah, c'est sa nature profonde. Parce qu'on ne parle pas ici d'un choc exogène classique, pas de pandémie, pas de catastrophe naturelle, pas de krach boursier soudain qui aurait paralysé les consommateurs du jour au lendemain, on parle d'une érosion de la confiance, progressive, structurelle. Et ça, économiquement parlant, c'est infiniment plus difficile à corriger qu'un simple ajustement des taux directeurs de la Fed. Vous ne réparez pas la perception avec une conférence de presse à Washington. Absolument. Et pour comprendre l'ampleur systémique de ce phénomène, il faut d'abord poser le cadre macroéconomique. Le tourisme aux États-Unis, c'est historiquement plus de 1900 milliards de dollars de contribution annuelle au PIB national. C'est environ 9% du PIB total. C'est le troisième secteur exportateur du pays. Oui, le tourisme international est une exportation invisible, une entrée nette de devises étrangères. Quand ce flux se tarit, l'impact ne reste pas cantonné aux hôtels et aux restaurants. Il se diffuse dans l'ensemble du tissu économique local. Emploi, fiscalité locale, immobilier, services, culture, tout est connecté. Et c'est exactement ce que nous allons démontrer ce soir. Nous avons sélectionné 10 États américains qui incarnent, chacun à leur manière, les différentes facettes de ce décrochage. Des métropoles mondiales aux territoires isolés, des déserts aux archipels tropicaux, des capitales du divertissement aux villes de la musique et de l'histoire. 10 États, 10 diagnostics et une seule question au bout du compte, est-ce que l'Amérique peut encore se permettre d'être une destination dont le monde ne veut plus ? Mais avant d'entrer dans le détail, Marc, je veux insister sur un point essentiel pour nos téléspectateurs. Les chiffres que nous allons citer ce soir sont des données publiques vérifiables. National Park Service, Bureau of Labor Statistics, rapports fiscaux des États, études sectorielles indépendantes. Ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas du catastrophisme, c'est une lecture analytique de ce que les données nous disent. Et ce qu'elles disent ce soir est préoccupant. Alors, commençons. Et commençons par le symbole le plus évident. L'État que l'on pensait intouchable, celui qui incarnait à lui seul le rêve américain des vacances. La Floride. La Floride. Pendant des décennies, cet État a fonctionné comme une machine économique presque parfaite dans le domaine touristique. Miami, Orlando, les Keys, les Everglades, les plages du Panhandle, une offre diversifiée capable de capter des segments de clientèle radicalement différents. Familles avec enfants pour les parcs d'attractions, retraités nordistes fuyant l'hiver, touristes internationaux attirés par South Beach, amateurs de nature et d'écotourisme. Un écosystème touristique complet et robuste. Robuste jusqu'en 2025, parce que les données de cette année racontent une toute autre histoire. Commençons par le marché de l'emploi. En Floride, près d'1,2 million d'emplois dépendent directement ou indirectement du tourisme. C'est considérable. C'est environ 9% de la population active totale de l'État. Et en 3 mois, un seul trimestre, ce chiffre a chuté de plus de 27%. Pour mettre ça en perspective, on parle de plus de 200 000 personnes qui ont vu leur emploi disparaître ou leurs heures de travail fondre drastiquement. En 3 mois. Et derrière cette statistique, il y a une réalité fiscale que les décideurs locaux regardent avec une anxiété croissante. Les recettes fiscales liées à les logements, ce qu'on appelle la taxe de séjour ou bed tax, sont une source de revenus essentielle pour les collectivités locales. Elles financent les infrastructures touristiques, certes, mais aussi les transports publics, les espaces verts, parfois même les services d'urgence dans les zones à forte densité touristique. Quand ces recettes s'effondrent, c'est toute la capacité d'investissement des comtés qui est compromise. Les comtés d'Orange, de Lee, de Monroe, les zones les plus exposées au tourisme, enregistrent une explosion des demandes d'allocation chômage. Et l'effet domino, Sarah, il est déjà visible sur le terrain. Ce n'est pas théorique.
Les restaurants ferment, les petits commerces baissent le rideau, les services de transport touristique réduisent leur flotte. Les boutiques de souvenirs, qui semblent anodines mais représentent des milliers d'emplois locaux, disparaissent les unes après les autres. Et il y a une dimension que les économistes modernistes capturent mal, l'impact psychologique sur les acteurs locaux. Un propriétaire d'auberge qui gère son établissement depuis 35 ans et qui voit ses annulations se multiplier semaine après semaine ne prend pas seulement une décision économique rationnelle quand il envisage de fermer. Il traverse une crise identitaire. Et quand des milliers d'acteurs économiques locaux traversent simultanément cette crise, le tissu de confiance collective qui fait fonctionner une économie locale se déchire. C'est un phénomène que les économistes comportementaux appellent la spirale de pessimisme autoréalisatrice. Floride, acte 1. Et si vous pensez que ce cas est isolé, attendez la suite, parce que ce qui se passe à Las Vegas dépasse en intensité tout ce qu'on vient de décrire. Las Vegas. Analysons d'abord la structure économique de cette ville parce qu'elle est unique aux États-Unis et peut-être dans le monde. 65% du PIB local du comté de Clark dépend directement du tourisme, du divertissement et de l'industrie du jeu. 65%. Ce chiffre est vertigineux quand on le compare à d'autres grandes métropoles américaines où le tourisme représente en général 10 à 20% de l'économie locale. Las Vegas, c'est une ville qui a littéralement construit son existence sur l'attraction des visiteurs. Retirez les visiteurs et il ne reste presque rien. Et c'est exactement ce que les données du premier semestre 2025 commencent à montrer. Le chômage dans l'hôtellerie et le divertissement, le cœur du moteur économique local, a bondi de 23% en 6 mois. Les réservations sur le Strip, cette artère mythique qui concentre les grands casinos-hôtels, ont chuté de plus de 40%. 40%. C'est une donnée qui ferait trembler n'importe quel analyste de crédit regardant l'exposition des grandes banques américaines à l'immobilier de Las Vegas. Et justement, Marc, parlons de cette dimension financière qu'on évoque rarement dans les médias grand public. Les grands complexes hôteliers du Strip, MGM Grand, César, Wynn, Bellagio, sont des actifs immobiliers colossaux, souvent structurés via des REITs, Real Estate Investment Trusts. Ces véhicules d'investissement distribuent des rendements à leurs actionnaires en fonction de leurs revenus locatifs et opérationnels. Quand le taux d'occupation s'effondre, les revenus chutent et la capacité à maintenir ces distributions devient problématique. On pourrait voir des révisions à la baisse des dividendes dans ce segment dès les prochains trimestres. Et au-delà des grands groupes cotés en bourse, il y a tout l'écosystème des petits opérateurs. Des auberges indépendantes gérées par des familles depuis des décennies, des restaurants qui vivaient des flux de clientèle générés par les casinos, des prestataires de services événementiels, éclairagistes, ingénieurs du son, régisseurs, dont l'activité dépend entièrement du calendrier des shows et des concerts du Strip. Quand les grands hôtels ferment leurs espaces de divertissement nocturne pour limiter leurs pertes, ce qui est déjà le cas pour certains établissements en 2025, c'est toute cette chaîne humaine qui se retrouve sans activité du jour au lendemain. Il y a aussi une dimension que les modèles économétriques standards capturent mal, l'impact psychologique sur les acteurs locaux. Un propriétaire d'auberge qui gère son établissement depuis 35 ans et qui voit ses annulations se multiplier semaine après semaine ne prend pas seulement une décision économique rationnelle quand il envisage de fermer. Il traverse une crise identitaire. Et quand des milliers d'acteurs économiques locaux traversent simultanément cette crise, le tissu de confiance collectif qui fait fonctionner une économie locale se déchire. C'est un phénomène que les économistes comportementaux appellent la spirale de pessimisme autoréalisatrice. Las Vegas nous pose une question que personne à Washington ne semble vouloir affronter directement. Peut-on avoir une économie urbaine viable en concentrant autant de valeur ajoutée sur un seul secteur ? La monodépendance économique est un risque systémique, et Las Vegas n'en est l'illustration la plus extrême aux États-Unis. Quand le tourisme tousse, Las Vegas ne tousse pas. Las Vegas s'étouffe. Passons maintenant à Hawaï. Et Hawaï, c'est un cas d'étude fascinant du point de vue macroéconomique parce que cet État présente une vulnérabilité structurelle encore plus profonde que Las Vegas. Le tourisme représentait, et j'utilise l'imparfait à dessein, plus de 21% du PIB de l'archipel. C'est le 3e ratio de tous les États américains. Et contrairement à Las Vegas, qui peut théoriquement développer d'autres secteurs, logistique, technologie, services, Hawaï est géographiquement isolé au milieu du Pacifique. Sa capacité de diversification économique est structurellement limitée. Et les chiffres de 2025 sont dévastateurs. En 6 mois, les revenus du tourisme ont chuté de près de moitié. Pas de 10%, pas de 20%, de moitié.
La clientèle internationale, notamment japonaise, sud-coréenne et australienne, qui représentait historiquement les touristes à la plus haute valeur ajoutée, dépenses élevées par séjour, durée de visite longue, consommation de services premium, a presque entièrement disparu. Et cette disparition des touristes à haute valeur ajoutée a un impact sur les flux de devises qui méritent une attention particulière. Le tourisme international est économiquement une exportation de services. Chaque dollar dépensé par un touriste japonais à Honolulu est l'équivalent d'un dollar exporté vers le Japon en échange d'un service touristique. Quand ces flux disparaissent, c'est la balance commerciale invisible de l'État qui se détériore. Les conséquences sur la liquidité locale sont immédiates. Moins de circulation monétaire, moins de crédit, moins d'investissement. Et l'immobilier hawaïen, l'un des marchés les plus chers des États-Unis, commence à montrer des signes de fragilisation inquiétants. À Maui, les logements touristiques, Airbnb, location saisonnière, affichent des taux de vacances records. Des propriétaires qui avaient construit leur modèle financier sur la rentabilité de leurs biens locatifs se retrouvent incapables de rembourser leurs emprunts. Les faillites personnelles augmentent, l'immobilier stagne et, dans un marché aussi tendu que celui d'Hawaï, une baisse même modérée des valorisations peut avoir des effets dévastateurs sur le patrimoine des résidents. Ce qui rend la situation hawaïenne particulièrement poignante, c'est qu'elle touche aussi à la préservation culturelle. Le tourisme en Hawaï n'était pas seulement une industrie économique, c'était un vecteur de transmission de la culture polynésienne, de la langue hawaïenne, des traditions. Les festivals, les cérémonies, les ateliers culturels, tout cela était financé, directement ou indirectement, par les flux touristiques. Quand l'argent disparaît, la culture suit, et une culture qui perd ses vecteurs de transmission s'efface progressivement. Hawaï nous pose cette question philosophique que l'économiste pur ne peut pas résoudre seul. Quel est le prix d'une culture ? Quel est le coût de son effacement ? Ces questions dépassent les modèles du PIB, mais elles ont des conséquences économiques réelles et durables sur l'attractivité à long terme d'une destination. Marc, si la chute de la Floride ou de Las Vegas peut s'expliquer en partie par leur forte dépendance à un seul type de tourisme, la situation de New York est bien plus alarmante dans sa signification systémique. New York, c'est historiquement une ville contracyclique sur le plan touristique. Même en période de tensions économiques, même lors des grandes crises financières, New York maintenait des flux touristiques robustes grâce à sa diversité d'attractions. Culture, affaires, gastronomie, mode, finance. Plus de 60 millions de visiteurs par an en temps normal. Une machine à générer du revenu touristique apparemment inarrêtable. Apparemment, parce qu'en 2025, même cette forteresse a cédé. L'industrie hôtelière et touristique new-yorkaise a perdu jusqu'à 38% de ses revenus par rapport à la même période en 2024. Manhattan et Brooklyn ont vu disparaître plus de 12 000 emplois dans les services et le tourisme en seulement 4 mois. Les loyers commerciaux dans les zones à forte densité touristique, Times Square, Midtown, Soho, ont chuté de près de 20%. Et malgré cette baisse significative des charges locatives, de nombreux commerces n'ont pas survécu. Quand le flux de clients disparaît, même un loyer réduit ne suffit pas à maintenir la viabilité d'une boutique ou d'un restaurant. Et ce qui est particulièrement révélateur dans la situation new-yorkaise, c'est la vitesse de propagation de l'impact à travers les différentes couches de l'économie locale. Les musées réduisent leurs horaires, les bus touristiques tournent à vide, les guides indépendants n'ont plus de groupe à accompagner, les restaurateurs du quartier des théâtres perdent leur clientèle pré-spectacle, les chauffeurs de taxi et VTC voient leur activité chuter, les artistes de rue perdent leur pourboire. C'est une chaîne de valeur extraordinairement complexe et interconnectée qui se dénoue simultanément. Et New York nous confronte à une réalité que les décideurs politiques répugnent à admettre. Une grande métropole peut perdre son énergie vitale sans fermer une seule institution. Les musées sont encore ouverts, les monuments sont toujours là, les restaurants existent encore, mais quand les regards étrangers disparaissent, ces millions d'yeux qui transforment une ville en scène mondiale, quelque chose d'essentiel s'éteint. Les villes vivent aussi du regard que les autres portent sur elles. Il y a également une dimension financière de marché à surveiller de près. New York concentre une part disproportionnée des actifs immobiliers commerciaux cotés aux États-Unis. L'immobilier hôtelier new-yorkais représente des dizaines de milliards de dollars d'actifs dans les portefeuilles des grands fonds institutionnels. Une dégradation structurelle des valorisations dans ce segment pourrait avoir des répercussions sur les marchés obligataires liés à l'immobilier, les CMBS, Commercial Mortgage-Backed Securities, dont l'exposition des banques régionales américaines est déjà sous surveillance depuis 2023. Parlons maintenant de deux États dont le tourisme repose sur quelque chose de plus difficile à quantifier que des nuitées hôtelières ou des billets d'entrée dans un parc d'attractions. Le Tennessee et la Louisiane sont des États dont le profil touristique est avant tout culturel et identitaire. Nashville, la capitale mondiale du country music, la Nouvelle-Orléans, la ville qui a inventé le jazz, le Mardi Gras, une gastronomie unique au monde.
Ces deux villes n'attirent pas des visiteurs, elles attirent des pèlerins culturels. Et justement, Marc, c'est ce qui rend leur déclin particulièrement lourd de sens. Nashville, l'industrie du divertissement et de l'événementiel a perdu plus de 400 millions de dollars sur le seul premier trimestre 2025. Le taux d'occupation hôtelier en centre-ville a chuté de 35%. Le nombre d'artistes indépendants sollicitant des aides ou quittant la ville a doublé par rapport à 2024. Les festivals emblématiques, CMA Fest, Bonnaroo, qui généraient des retombées économiques directes et indirectes considérables, ont été reportés, réduits ou annulés faute de vente de billets suffisantes. Et Bonnaroo ou le CMA Fest, ce ne sont pas juste des événements musicaux, ce sont des moteurs économiques régionaux. Chaque édition normale de ces festivals génère des dizaines de millions de dollars de retombées directes, engellement, restauration, transport, merchandising, et des retombées indirectes, médias, sponsors, prestataires techniques, emplois saisonniers, qui irriguent l'économie du Tennessee bien au-delà des seuls comtés où il se déroule. Quand un festival de cette ampleur est annulé, c'est tout un écosystème économique régional qui manque son injection de liquidité annuelle. La Nouvelle-Orléans nous raconte une histoire similaire mais avec une tonalité encore plus dramatique. Le Mardi Gras et le Jazz Fest sont des événements d'une portée symbolique mondiale. Leur annulation ou réduction en 2025 n'est pas seulement un choc économique local, c'est un signal envoyé à l'ensemble de la communauté internationale des voyageurs culturels. En quelques mois, près de la moitié des touristes internationaux avaient annulé leur voyage prévu vers la Louisiane. Des milliers de petites entreprises, bars, restaurants, traiteurs, loueurs de costumes, organisateurs d'événements ont demandé une suspension temporelle d'activité. Et ce qui personne ne comptabilise dans les tableaux Excel, Sarah, c'est le coût de la perte de transmission culturelle. La Nouvelle-Orléans n'est pas seulement une ville qui organise des fêtes, c'est une ville qui préserve et transmet un patrimoine musical et culinaire absolument unique, né de l'entrecroisement d'Afrique, d'Europe et des Amériques. Les musiciens de jazz qui jouaient dans Bourbon Street et le French Quarter n'étaient pas des entertainers interchangeables, ils étaient les gardiens vivants d'une tradition séculaire. Quand ils quittent la ville, faute de revenus, une partie de ce patrimoine part avec eux. Et ça, aucune aide gouvernementale ne le restituera. Changeons de registre et analysons deux États dont le profil touristique est très différent mais dont la crise est aussi profonde. L'Arizona d'abord. Le modèle économique touristique de l'Arizona reposait sur un argument apparemment inarrêtable. Posséder une des 7 merveilles naturelles mondiales, le Grand Canyon. Un site que 6 millions de visiteurs parcouraient dans des conditions normales. Un patrimoine géologique vieux de plusieurs milliards d'années, visible depuis l'espace, capable d'émouvoir jusqu'aux voyageurs les plus blasés. Et pourtant, selon le National Park Service, la fréquentation du Grand Canyon a chuté de 41% en 2025. 41%. Pour une merveille du monde. Ce chiffre, à lui seul, mesure l'ampleur du changement comportemental des voyageurs américains et internationaux. Si même une attraction de ce calibre ne génère plus de flux suffisants, cela signifie que le problème n'est pas l'offre touristique. Le problème est la demande elle-même. Les gens ne veulent plus ou ne peuvent plus venir. Et les conséquences sur les économies locales sont dévastatrices. Le tourisme représentait près de 15% de l'économie de certains comtés arizonais. En 6 mois, plus de 800 petites entreprises dans l'hébergement et la restauration ont fermé. Les effectifs des entreprises survivantes ont été réduits de 30 à 50%. Et comme nous l'avons évoqué pour d'autres États, l'effet domino est inévitable. Moins de services locaux, moins d'attractivité résidentielle, exode de population, base fiscale qui rétrécit, moins de capacité à financer les services publics. C'est une spirale déflationniste locale. L'Illinois nous emmène sur un terrain différent, le tourisme d'affaires. Chicago abrite McCormick Place, l'un des plus grands centres de congrès des États-Unis. Des centaines d'événements professionnels par an. Congrès médicaux, salons technologiques, conférences financières, qui généraient des flux économiques considérables. Délégués qui remplissent les hôtels du centre-ville, dînent dans les restaurants de la Loupe, utilisent les taxis et transports, visitent la ville pendant leur temps libre. En 2025, beaucoup de ces événements ont été annulés ou basculés en format entièrement virtuel. Et le tourisme d'affaires est économiquement très précieux, parce que le voyageur professionnel dépense en moyenne 3 à 4 fois plus par jour qu'un touriste de loisirs. Il prend les hôtels premium, les restaurants gastronomiques, les taxis, achète dans les boutiques. Quand ces flux disparaissent, c'est une perte de revenus par visiteur particulièrement élevée qui s'accumule. Et Chicago nous pose une question stratégique pour l'économie américaine dans son ensemble. Dans un monde où le travail à distance et les conférences virtuelles sont devenus la norme post-pandémique, le tourisme d'affaires peut-il retrouver son niveau d'avant 2020 ? Beaucoup d'experts en doutent sérieusement.
Et si tel est le cas, des villes comme Chicago, Atlanta ou Dallas, dont l'économie hôtelière dépendait massivement des congrès et conventions, doivent repenser en profondeur leur modèle de développement économique. 2 États pour clore ce tour d'horizon. 2 États aux antipodes géographiques et culturels, mais qui partagent un point commun, leur vulnérabilité particulière face au retrait du tourisme. La Caroline du Sud d'abord. Charleston et les îles de la côte, Hilton Head, les Sea Islands, c'est un tourisme patrimonial et balnéaire, un tourisme de qualité et d'authenticité qui attire une clientèle à revenus élevés, sensible à l'histoire, à l'architecture antebellum, aux traditions culinaires du Low Country. C'est une clientèle fidèle qui revient chaque année, qui recommande, qui dépense bien. Et en 2025, même cette fidélité a cédé. Les réservations de week-end, la locomotive économique du tourisme en Caroline du Sud, s'effondrent. Les visites patrimoniales sont annulées. Un quart des auberges locales ont été mises en vente en seulement 3 mois. Le chômage dans l'hôtellerie explose. Les dépenses touristiques chutent de centaines de millions de dollars. Et comme toujours, les plus vulnérables sont les premiers touchés. Des personnes âgées qui complétaient leur retraite insuffisante grâce à la location saisonnière se retrouvent sans revenus et sans filet de sécurité. Et pour finir, l'Alaska. L'Alaska, c'est le cas extrême, l'état le plus isolé du pays, celui où la dépendance aux flux touristiques saisonniers est la plus absolue. Les croisières estivales qui amenaient chaque année des centaines de milliers de visiteurs dans les ports de Juneau, Skagway, Ketchikan représentaient pour ces communautés une véritable perfusion économique annuelle. En quelques semaines d'été, ces petites villes engrangeaient l'essentiel des revenus qui leur permettaient de tenir le reste de l'année. En 2025, les quais restaient vides, et les conséquences sont d'une brutalité particulière, parce que l'Alaska ne dispose pas des alternatives économiques dont bénéficient d'autres États. Quand les touristes cessent de venir, les coûts de transport explosent, le ravitaillement des communautés éloignées devient plus coûteux sans les économies d'échelle permises par le flux touristique. Les prix à la consommation s'envolent, le pouvoir d'achat des résidents s'effondre. Et le lien avec le reste du pays, déjà ténu géographiquement, se distend davantage. Ce que décrit l'Alaska, c'est ce que les économistes appellent la trappe à isolement, un mécanisme où la perte d'un flux économique principal entraîne une dégradation des conditions de vie qui accélère l'exode de population, qui réduit encore le marché local, qui rend encore moins attractif le maintien des activités commerciales, qui provoque de nouveaux départs. Une spirale dont il est extrêmement difficile de sortir sans intervention extérieure massive et ciblée. Prenons maintenant du recul. Nous avons traversé 10 États, 10 réalités différentes, mais une question commune émerge que nous ne pouvons pas éluder. Est-ce que la Fed, dans sa lecture des indicateurs macroéconomiques, mesure correctement l'impact récessif du décrochage touristique ? Les outils conventionnels, taux d'inflation, taux de chômage agrégé, rendement obligataire, indice de confiance des consommateurs, peuvent masquer une détérioration sectorielle profonde et géographiquement concentrée. Un PIB national qui tient globalement peut cacher 10 États en état d'urgence économique. C'est la limite fondamentale de la politique monétaire comme réponse à cette crise. La Fed peut baisser ses taux directeurs, elle peut injecter de la liquidité dans le système bancaire, elle peut améliorer les conditions de crédit pour les entreprises. Mais elle ne peut pas forcer un touriste canadien à reprendre l'avion à Minami. Elle ne peut pas convaincre une famille australienne que les États-Unis sont une destination sûre et accueillante. La politique monétaire agit sur le coût de l'argent. Elle n'agit pas sur la perception géopolitique d'une destination, qui reste parmi les plus chères du monde. Et c'est là que réside le nœud du problème. Cette crise du tourisme américain n'est pas fondamentalement une crise économique, c'est d'abord une crise de confiance et d'image. Une crise qui trouve ses racines dans des décisions politiques, des signaux envoyés aux voyageurs internationaux sur l'accueil qui les attend aux États-Unis, sur la sécurité perçue, sur le rapport qualité-prix d'une destination qui reste parmi les plus chères du monde. Et ces variables-là ne se corrigent pas avec des instruments monétaires ou fiscaux classiques. Il y a également une dimension compétitive internationale à ne pas négliger. Pendant que les États-Unis perdent des parts de marché touristique, d'autres destinations en gagnent. Le Mexique, le Canada, l'Europe, l'Asie sud-estoise, ces destinations investissent massivement dans leur attractivité, dans la simplification des procédures d'entrée pour les visiteurs, dans leur image internationale. La concurrence pour le dollar touristique mondial est plus intense que jamais. Et les États-Unis, pour la première fois depuis des décennies, semblent sur le point de perdre cette compétition.
Pour nos téléspectateurs investisseurs et gestionnaires de portefeuille, voici les secteurs et actifs à surveiller de près dans les prochains trimestres. Les REITs hôteliers exposés au marché en difficulté, Floride, Nevada, Hawaï, les obligations municipales des États et comtés dont les finances locales dépendent massivement des recettes fiscales touristiques, les actions des grandes compagnies aériennes sur les routes domestiques et internationales à destination des marchés en crise. Et plus généralement, tout le segment de la consommation discrétionnaire lié au voyage et aux loisirs qui pourrait connaître des révisions à la baisse significatives dans les prochains rapports de résultats. Il serait cependant intellectuellement malhonnête de ne présenter que le tableau le plus sombre. Il existe des signaux de résilience et d'adaptation. Certains acteurs locaux se réinventent, tourisme alternatif, circuits courts, économie expérientielle locale. Des initiatives de tourisme de proximité montrent que les Américains eux-mêmes peuvent partiellement compenser la perte de flux internationaux. Et historiquement, le tourisme américain a démontré une capacité de rebond remarquable après des périodes de crise, post-11 septembre, post-crise financière de 2008, post-Covid. Mais, et ce mais est fondamental, ces rebonds précédents étaient portés par une conjoncture globalement favorable, une image positive des États-Unis dans le monde et une compétitivité tarifaire acceptable. Aujourd'hui, les trois piliers de ce rebond potentiel sont fragilisés simultanément. Et c'est cette convergence de fragilité qui rend la situation actuelle structurellement différente des crises précédentes. Floride, Nevada, Hawaï, New York, Tennessee, Arizona, Illinois, Louisiane, Caroline du Sud, Alaska. 10 États, des millions d'emplois fragilisés, des centaines de milliards de dollars de valeur économique en suspens, des cultures en danger de transmission, des communautés entières en train de se vider de leur substance. Ce que nous avons décrit ce soir n'est pas un tableau de chiffres abstraits. C'est le portrait d'une Amérique qui perd sa capacité à faire rêver et faisant ainsi qui perd une partie essentielle de ce qu'elle était. Parce que le tourisme n'est pas qu'un secteur économique parmi d'autres, c'est le vecteur de la soft power américaine. Chaque visiteur qui arrive aux États-Unis ne dépense pas de l'argent. Il repart avec une image, une expérience, une histoire qu'il racontera. Il devient un ambassadeur involontaire d'une culture, d'une façon de vivre, d'une promesse. Quand ces visiteurs cessent de venir, les États-Unis perdent non seulement des revenus immédiats, mais aussi cette influence douce, invisible, qui a pendant des décennies alimenté l'attractivité économique et culturelle du pays dans le monde entier. La question qui nous reste ce soir et que nous laissons ouverte parce qu'elle mérite un débat national que personne ne semble encore prêt à tenir est celle-ci. Quel prix les États-Unis sont prêts à payer pour les choix qui ont conduit à cette situation ? Et surtout, existe-t-il encore une fenêtre d'action suffisamment large pour inverser la tendance avant que le décrochage ne devienne irréversible ? Parce que dans le tourisme comme en économie, la confiance perdue est l'actif le plus cher à reconstituer. Ce soir, GeoCapital vous a donné les chiffres, les tendances, les mécanismes, les interconnexions. Demain, les décideurs, à Washington, dans les capitales des États et dans les conseils d'administration des grandes entreprises du secteur, devront faire face à une réalité que les modèles de projection commencent à anticiper avec une précision croissante. Agir maintenant, massivement et de façon coordonnée, ou assister à une dégradation structurelle dont les effets se feront sentir sur plusieurs décennies. Des plages de Miami aux quais silencieux de Juneau, des néons éteints du Strip aux rues désertes du French Quarter, chaque touriste absent est une histoire qui ne s'écrit pas. Une rencontre qui n'a pas lieu, un repas qui n'est pas servi, un emploi qui disparaît, une famille qui doute, une ville qui perd une peu plus chaque jour la raison de croire en elle-même. L'Amérique a toujours su se réinventer. La question est de savoir si elle en a encore la volonté. Bonne nuit.